Avant de commencer, un petit mot sur le programme à venir. Comme vous le savez, on a un énorme rendez-vous d'ici quelques jours avec Roland Garros 2022, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Rafael Nadal peut-être, Carlos Alcaraz aussi, qui sera le Factor X. On va se régaler, je pense, sur cette quinzaine. Et d'ailleurs, à partir de jeudi, ce jeudi, on aura une vidéo juste après le tirage au sort pour faire une vidéo pronostic des forces en présence, analyser le tableau également. Donc c'est le moment, je pense, idéal de s'abonner, de cliquer sur le petit rectangle rouge s'abonner, parce que vous allez voir ma tronche pendant toute la quinzaine, ça c'est clair. Je vais vous animer ça avec beaucoup de punchline. Donc pas de choke mon vieux, tu nous fais pas une Zverev, tu cliques sur ce rectangle, un petit pouce, tu claques la cloche aussi, c'est super important, et on est bon. Alors on enchaîne avec la finale de Rome entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Une finale coup-ci coup-ça, ça a été assez décousu, mais surtout pour Novak c'est une super bonne nouvelle, il revient au bon moment à très très haut niveau, c'est son premier titre de la saison. Après vous le savez, un premier trimestre très compliqué avec ses affaires sordides en Australie, et puis il a eu du mal à se remettre en selle. On l'a vu à Dubaï, il joue le tournoi, il est pas encore tout à fait prêt émotionnellement, tennistiquement, physiquement. De toute façon le pic de forme pour lui, ce qui était impératif, c'était de l'avoir là maintenant sur ses jours précédents Roland Garros. C'était pas utile pour lui d'être en mars totalement au taquet, donc il va perdre sur Vesely. Ensuite on va le revoir quelques semaines après à Monte Carlo, il va perdre sur son entrée en lice face à Davidovich Fokina, avec une belle réaction dans le tie-break de la deuxième manche, et puis dans le troisième set on sent encore une fois que physiquement il est pas tout à fait à son aise, il est pas tout à fait prêt, et à partir de là vont se succéder des semaines quasiment parfaites en fait. C'est une remise en route idéale pour lui, il va arriver à Belgrade, il va pouvoir re-switcher émotionnellement pendant ce tournoi, il va jouer à domicile, ça va lui faire beaucoup de bien, il va y avoir une remise des trophées après sa défaite contre Rublev, il va pouvoir s'exprimer avec son clan, avec son équipe, avec sa famille en Serbie, tout le public bien sûr qui va essayer de lui donner de la bonne énergie. C'est très très important pour lui, Novak, ça, de pouvoir capter les bonnes ondes et de se remettre sur un bon mindset. On l'a vu, un combat épique, homérique contre Carlos Alcaraz en demi-finale de Madrid. Ça a été un match qui lui a beaucoup servi aussi, je pense, pour savoir où exactement il se situait et la marge de progression qu'il restait encore à effectuer sur les derniers petits détails. On l'a vu dans le tie-break, il se fait prendre par l'agressivité, la candeur de Carlos Alcaraz, et puis là cette semaine on l'a vu à Rome, dominateur, maître de ses émotions. Alors il y a encore des moments dans ses parties où il a du mal à maintenir l'intensité, la densité émotionnelle, j'ai envie de dire, son niveau tennistique aussi qui peut chuter assez drastiquement. Et quand on observe tous ces matchs depuis sa reprise, on voit un Novak qui là maintenant, je pense, il sait précisément quand est-ce qu'il peut augmenter son niveau de jeu. On l'a vu contre Tsitsipas sur la fin de la deuxième manche, on l'a vu au début du match bien sûr, il a commencé tambour battant un petit peu comme face à Ruud et également contre Félix Auger-Aliassime. Donc il sait ça, il sait qu'il a un niveau max qui peut activer quasiment à l'envie. Donc ça c'est super précieux pour Roland Garros. On aura également, je pense, sur ce format en 3-7 gagnants, ça va, je pense, également temporiser, tamiser ce type de faiblesse qu'il peut avoir pendant certains moments dans ses matchs. Novak, il prend de l'âge et ses baisses, quand on observe attentivement ce qui s'est passé en 2021, elles étaient déjà là en fait. Quand il joue par exemple son premier tour à Wimbledon contre Jack Draper, il n'est pas vraiment présent sur le premier set, après il va réussir à se réactiver, donc je suis pas forcément très inquiet de ça. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu étrange de la part de Novak, c'est fermer les sets en fait. On l'a vu contre Félix Auger-Aliassime, on l'a vu également contre Casper Ruud, il a un peu de mal à fermer les sets, et ça c'est plutôt inhabituel chez lui. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, je vous propose de revenir en détail sur cette finale de Rome, voir les enseignements. Je pense qu'il y a des points qui vont beaucoup vous servir pour analyser ce qui va se passer ensuite sur Roland Garros. On va commencer avec la première palette et le coup droit fantastique de la part de Novak Djokovic, je trouve, beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance. On a vu une stat à un moment donné, il frappait beaucoup plus fort ses coups droits sur cette finale que sur ses tours précédents, et là par exemple, dès le début du match, on a senti une agression, il va trouver beaucoup de lourdeur, de puissance dans la diagonale. L'idée derrière ce plan de jeu pour Novak, c'était d'agresser directement Stefanos Tsitsipas, de ne pas le laisser imprimer son jeu offensif, et puis aussi de fixer le revers pour extraire des fautes, ce qu'il a très très bien fait d'ailleurs sur la fin de la rencontre. On a eu par conséquent un festival de la part de Novak Djokovic sur ce premier set, 6-0, ça a défilé à une vitesse incroyable. On a vu également Tsitsipas pas vraiment très très bien servir, donc du coup pour imprimer, pour mettre en cadence son jeu offensif, ça a été difficile. Il y a 36% simplement de réussite derrière sa première balle, il s'est fait exploser en retour de service. Novak qui a été monstrueux sur les retours de service, bloqué en revers, mais également les accélérations en coup droit. Là il va mettre une pépite longue ligne qui va complètement déboussoler Tsitsipas, et ce match je trouve il a été très explicite sur les qualités actuelles de Novak Djokovic. Alors le service, parfois il peut y avoir des baisses, mais globalement c'est un de ses points forts désormais, et puis on a le coup droit surtout, le coup droit qui, avec des petits poids également sur les extérieurs de la raquette, notamment sur terre battue, pour donner du volume, de la puissance, de la giclette à ses coups droits, et on le voit quand il est bien positionné et que le bras part avec son enroulé, il est monstrueux son coup droit. Donc c'est vraiment avec ce coup là je pense qu'il arrive à faire des différences offensives désormais. Le revers c'est la caricature de Novak, parce qu'il est arrivé sur le circuit, on se disait son revers c'est métronomique, il fait jamais de faute.
faute, mais ça c'est plus vraiment d'actualité je trouve, hein. Depuis quelques années désormais c'est son coup droit hein, qui est le baromètre de son jeu. On enchaîne avec une autre palette, donc là on est au début de la deuxième manche, et on va voir Novak qui va baisser en gamme, baisser en régime, on va avoir 3 fautes directes, une double faute pour commencer le jeu, il y a aussi le public hein, qui a voulu rentrer dans le match, qui a commencé à scander Tsitsipas parce que les gens mécaniquement ils voulaient pas rentrer 20 minutes après. À ce moment-là hein, du break, il y avait simplement 48 minutes de jeu, donc on peut comprendre les gens qui avaient un peu le seum de se dire bon c'est bientôt fini, il va pas non plus le massacrer. On a eu aussi un réajustement tactique je trouve de la part de Stefanos Tsitsipas. Je vous ai dit dans la première manche, il y a eu beaucoup de coups droits de la part de Novak Djokovic. Alors ce qu'a fait Stefanos, alors là il va se faire débreaker hein, sur ce jeu, c'est peut-être pas la bonne palette, mais il va servir le plus possible sur le revers de Novak Djokovic. Ici dans cet exemple ça va être service sur le revers de Novak, qui va juste la rebloquer, la rediriger, et puis ensuite il va s'engager sur encore une fois le revers de Novak, il va pousser vraiment hein, dans ce secteur, et c'est comme ça qu'il a réussi aussi à remettre son jeu offensif en place, parce qu'à chaque fois qu'il visait le coup droit de Novak, il se faisait acculer, il se faisait défoncer, et ça il a bien compris, il est sorti à la fin du premier set, il a peut-être pu analyser ce qui s'était passé, et il a réussi à faire un bon switch. Après là, bon, il va se faire breaker. Il va se faire débreaker pour une raison principale, et vous la connaissez, le suceur de cervelle a sorti les barbelés, barbeled Stefanos Tsitsipas. On a ce point, le 4e point du jeu à 5-3, on a un Novak qui va renvoyer la balle, qui va surtout réussir à rentrer dans le cerveau de Tsitsipas et à lui dire, bah il n'y a pas de solution en fait, il va falloir créer quelque chose, et on va avoir ici dans cette séquence hein, l'amorti de l'impuissance, Novak qui est déjà en position pour jaillir sur la balle, c'est ça qui est très très fort avec Novak Djokovic, et je pense que c'est un des points les plus essentiels de cette partie, c'est que dans le deuxième set, on sent qu'il baisse, on sent qu'il a du mal à maintenir l'intensité tennistique et émotionnelle, mais au moment opportun, au moment qui compte, alors que Tsitsipas sert pour le gain de la deuxième manche, eh bien il va barbeler, il va pas faire de faute, il va bloquer toutes les opportunités de Stefanos, et il va lui dire, il va lui poser la question, bah gros, c'est à toi là maintenant de faire des coups gagnants, de créer, parce que moi je vais rien te donner, et ça, même pour un top player comme Tsitsipas, c'est très très difficile à tanker. On avance, on se retrouve dans le tie-break de la deuxième manche, et là pour moi, le coup le plus important du match, ça a été ça, Novak Djokovic qui est à 3 mètres de la ligne de fond, et il va trouver un angle complètement fantastique avec une balle très bombée dans la lucarne ici, dans la lunette, et ça va repositionner le point, en fait ça va complètement switch, il va faire un mini break hein, ici dans cette position, et du coup il va réussir à remettre Tsitsipas dans cette position en revers, insister dans la diagonale revers. Novak qui a abordé ce tie-break d'une manière assez conservatrice je trouve, il a essayé de pas faire de faute, il a essayé de renvoyer la balle et de viser des zones très précises, notamment hein, ici hein, dans la diagonale revers. En fait une fois qu'il a réussi à tourner l'échange et à positionner Tsitsipas dans cette diagonale, bah, il a réussi à le neutraliser, parce que Steph on le sait hein, c'est en décalage coup droit qu'il arrive à faire des différences, il faut qu'il arrive à toucher son coup droit, et ça je trouve que c'est majestueux de la part de Novak, un joueur d'échecs. Rien de flamboyant dans ce tie-break, mais vraiment il l'a manœuvré à sa guise, à son envie, et il a remporté ce titre de cette façon. Novak qui sort de sa boîte au meilleur des moments, là, hein, juste avant Roland Garros, il remporte son premier titre de la saison à Rome, qui est un énorme tournoi, il bat Tsitsipas, qui va peut-être retrouver ensuite à Roland Garros, il imprime aussi quelque chose dans la tête de Tsitsipas, hein, ça fait 4 fois qu'il le bat d'affilée sur terre battue, ça va commencer je pense à cogiter hein, du côté de Stefanos, parce que là, Steph c'est sa surface fétiche, et tu te fais goumer par un gars qui lui, au contraire, c'est pas vraiment sa surface fétiche, la terre battue pour Novak Djokovic. Donc est-ce qu'il y a encore des doutes? Dernière partie de cette vidéo, on va se poser des questions. Et si la question c'est de se demander s'il y a encore des doutes chez Novak Djokovic, oui, je pense qu'il y en a encore quelques-uns, hein, c'est-à-dire essayer de maintenir cette densité, cette intensité. On l'a vu s'énerver, on l'a vu regarder Goran, c'est quelque chose qui le frustre encore un petit peu, de pas pouvoir hein, maintenir cette intensité pendant plus de 35 minutes, 40 minutes. Ça, il va falloir essayer de le corriger, peut-être allonger un tout petit peu plus la durée de cette intensité, ou au moins les temps faibles réussir à davantage les masquer, mais je pense hein, encore une fois hein, que ce format là en 3 sets gagnants, ça va le valoriser, ça va le mettre en lumière, parce que si tu sors du match pendant un set, voire un set et demi ou deux, ce qui s'était passé contre Musetti, mais également contre Tsitsipas, hein, le deuxième set de la finale l'année dernière, il est cramoisi, il est complètement à côté de ses pompes, et il réussit à renverser la partie. Donc qu'est-ce qui peut lui arriver vraiment à Novak à Paris là d'ici quelques jours? Un Alcaraz en feu, un adversaire en feu, lui qui est dans un jour sans, qui passe à côté, mais je le vois vraiment difficilement passer à côté de 3 sets consécutivement, ou en tout cas dans un match, dans une journée, ça me paraît difficile. Du vent peut-être, ça peut être éventuellement quelque chose. Ce sera en tout cas l'homme à battre, hein, porte d'Auteuil, il aura la pancarte dans le dos, et je vais terminer sur un petit mot là, mais Roland Garros 2022 qui s'annonce, ça va être exceptionnel. Franchement, on a un roster de fou, on a Novak qui revient, on a la question à Rafa, ça aurait été bien si Rafa avait pu se présenter à 100% de ses capacités, peut-être qu'il arrivera à le faire, on verra. On a Carlitos, on a Steph, on a le Z, on a des Factor X à profusion, ça va être monumental. Donc on se retrouve à partir de jeudi, tellement, mais alors tellement hâte de partager ça avec vous. C'était cringe, on est d'accord.